Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours d'histoire portant sur l'Antiquité au Proche-Orient. L'Antiquité est la période qui va de l'apparition des premières écritures au IVe millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. C'est une longue période. L'Antiquité au Proche-Orient. Où se situe le Proche-Orient? Le Proche-Orient est la zone, sur la carte ici, comprise entre la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Caspienne, le golfe Persique et la mer Rouge. Elle correspond à la plaque arabique. On voit apparaître deux grandes civilisations au IVe millénaire avant Jésus-Christ. La civilisation mésopotamienne, entre l'Euphrate et le Tigre, qui sont deux fleuves, et la civilisation égyptienne, qui se forme le long du Nil, du nord au sud. Cette zone, avec ces deux civilisations, on va l'appeler le croissant fertile. D'une part, parce qu'elle a la forme d'un croissant, et d'autre part, car la terre y est fertile. Fertile, ça veut dire propice à l'agriculture. On peut facilement y faire pousser des choses dessus. On le verra un peu plus tard. Alors, ces civilisations nous intéressent car ce sont les premières à inventer des formes d'écriture. D'abord en Mésopotamie, vers 3500 avant Jésus-Christ, sur des tablettes en argile avec une écriture pictographique. Les pictogrammes, ce sont des symboles qui représentent des mots. On les utilise encore aujourd'hui, par exemple, sur les portes des toilettes pour indiquer les toilettes des hommes, des femmes ou des handicapés. Ensuite, en Mésopotamie, toujours, se développe l'écriture cunéiforme. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette écriture. Elle ressemble à tous des petits clous qu'on aurait alignés, tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt sur le côté. En Égypte se développe l'écriture hiéroglyphique. Ils utilisent les hiéroglyphes. Ils vont écrire sur des papyrus. Contrairement aux tablettes d'argile, les papyrus ont l'avantage d'être légers et faciles à transporter, bien que, attention, ils restent très fragiles. Ils sont faits à base de roseaux. On va voir maintenant pourquoi les grandes civilisations, pourquoi les hommes se sont installés à cet endroit-là. Ces deux civilisations s'installent dans des vallées fluviales, c'est-à-dire le long de fleuves. Une fois par an, ces fleuves vont déborder, ce qu'on appelle les crues. L'eau déborde et inonde les berges, les côtés des fleuves, sur lesquels il y a les champs. Cela présente un avantage parce que l'eau de ces fleuves est riche en limon et en alluvions. C'est des petits sédiments et de la vase qui vont fertiliser, qui vont nourrir la terre et il sera facile d'y faire pousser des céréales dessus. Néanmoins, les Égyptiens et les Mésopotamiens doivent irriguer leurs terres, c'est-à-dire y apporter de l'eau pour y faire pousser les plantes. À cet effet, ils vont développer plusieurs outils, comme notamment le chadouf, dont on voit une reproduction ici, qui permettait de puiser l'eau dans le fleuve et de venir la reverser dans les terres. Nous allons maintenant nous intéresser à la société égyptienne en elle-même. Comment s'organise-t-elle? Qui dirige? Quelles sont les différentes classes sociales? Alors, au sommet de la société, on retrouve Pharaon. Pharaon est le chef des Égyptiens. Il a été choisi par les dieux. Pour l'aider, il dispose de deux vizirs. Ce sont ses premiers ministres, ses bras droits. Un vizir pour la Haute-Égypte et un vizir pour la Basse-Égypte et son delta. Enfin, viennent les ministres, ce qui correspond à la noblesse. Une classe sociale très importante est celle des scribes. Les scribes sont ceux qui savent lire et écrire. En effet, à cette époque, il n'y a pas d'école. Tout le monde ne sait pas lire et écrire. D'ailleurs, très peu de gens savent.
Pharaon a besoin des scribes, puisque lorsqu'il a besoin d'envoyer un message quelque part dans son royaume, il ne va pas à chaque fois se déplacer. Donc, il utilise l'écriture pour transmettre ses ordres aux différentes parties du pays. Ensuite viennent les prêtres, qui forment une classe à part, puisqu'ils s'occupent de la religion, et la plupart des Égyptiens sont des artisans ou des paysans. Tout en dessous, nous retrouvons une classe sociale qui n'a aucun droit, celle des esclaves. On comprend dès lors pourquoi on représente souvent la société égyptienne sous la forme d'une pyramide, car au sommet, il n'y a qu'un pharaon, il y a 2 vizirs, plusieurs ministres, de nombreux artisans et paysans, et enfin, énormément d'esclaves. La société prend donc la forme d'une pyramide. Elle est hiérarchisée, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, comme à l'armée. De plus, cette société peut être qualifiée d'absolutisme de droit divin. En effet, Pharaon a tous les pouvoirs. Absolu. Donc, absolutisme. Et comme il tient ses pouvoirs des dieux, c'est les dieux qui lui ont confié cette mission, on dit que c'est un absolutisme de droit divin. Ça fait le lien avec le prochain point, la religion des Égyptiens. Les Égyptiens sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Ces dieux sont souvent représentés sous forme anthropomorphe, c'est-à-dire sous forme humaine, avec une tête d'animaux. Pour honorer leurs dieux, les Égyptiens, et plus particulièrement les prêtres, font des cérémonies dans des temples. Tous ces temples se situent le long du Nil, car une fois par an, il y a une procession, on sort la statue du dieu du temple, on la met sur une barque et on la déplace sur le Nil. Enfin, nous allons parler des pyramides. Souvent, les élèves s'imaginent que les pyramides sont des bâtiments qui ont été construits pour les dieux. Il n'en est rien. Ce sont les tombeaux des pharaons. Comme ces bâtiments prenaient beaucoup de temps à être construits, on les entamait dès la naissance de Pharaon, pour qu'il soit prêt à sa mort. En effet, à sa mort, on va retirer les organes à l'intérieur du corps du Pharaon, on va le momifier et on va le poser dans un cercueil, ce que l'on appelle un sarcophage. Ce sarcophage, on va le mettre dans la pyramide. Les pyramides sont donc des tombeaux. Plusieurs explications ont été avancées pour la construction des pyramides. Nous ne savons toujours pas exactement comment celles-ci ont été construites. Les archéologues ont pensé, suite aux fouilles, qu'on avait utilisé des rampes pour faire monter les différents blocs de béton, pour faire monter les différents blocs, de plusieurs tonnes. Dans les années 70, certains archéologues ont développé l'hypothèse, plausible, que ces blocs n'ont pas été taillés et montés les uns sur les autres, mais ont été coulés comme du ciment. En effet, certains archéologues ont réussi à reproduire des pierres à l'identique à partir de matériaux 100% naturels, comme on ferait du ciment. Pour conclure, nous allons parler de la fin de cette brillante civilisation. Comment une telle civilisation qui a duré plusieurs milliers d'années a-t-elle pu s'éteindre, s'arrêter? En 33 avant Jésus-Christ, l'Égypte devient une province romaine. Le territoire est conquis par les Romains et dès lors devient une partie de l'Empire romain. Je vous propose maintenant de voir ensemble une autre civilisation de l'Antiquité, à savoir la Grèce. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans la leçon précédente, l'Antiquité est la période qui va de l'invention de l'écriture au 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476. Le territoire grec est composé de milliers d'îles et dans sa partie continentale est très montagneux. On comprend que les Grecs, à cette époque, parlent la même langue, ont la même culture, mais vivent dans des cités-États indépendantes les unes des autres.
notamment à cause du relief. Vers 750, les Grecs vont entamer une phase de colonisation dans le bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'ils vont fonder des villes directement reliées à la métropole. Par exemple, une célèbre ville, celle de Massalia, qui aujourd'hui s'appelle Marseille. Marseille a été fondée par les Grecs. Alors, comment s'organise une cité grecque? D'abord, dans l'espace. Toutes les cités grecques vont avoir une place publique, qu'on appelle l'agora. Les citoyens s'y retrouvent pour discuter, pour faire de la politique ou du commerce. On retrouve aussi, souvent dans une cité grecque, une acropole. C'est une colline sacrée sur laquelle nous allons mettre les temples. Pour défendre les habitations, l'agora et l'acropole, la cité s'entoure de remparts. À l'extérieur de ces remparts, nous retrouvons les campagnes qui vont servir à nourrir les habitants de la cité. La plupart des cités grecques ont un port et donc un accès à la mer pour le commerce. Alors, comment s'organise la cité? Mais au niveau des habitants, des gens qui la composent. Il y a évidemment une classe sociale composée de riches. Viennent ensuite les artisans, les étrangers à la cité qu'on appelle les métèques, et enfin les esclaves. Alors, quelle forme politique est adoptée dans ces différentes cités? Comme je l'ai expliqué, elles sont indépendantes les unes des autres. Athènes va adopter, grâce à Périclès, une démocratie, mais d'autres cités fonctionneront sur le modèle de l'oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe de personnes dirigent. On verra même des cités grecques adopter la royauté. Il est à remarquer toutefois que la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ n'est pas tout à fait notre démocratie. En effet, tous les citoyens de la cité peuvent voter et donc participer à la politique. Mais n'est citoyen de la cité que les hommes de 21 ans, nés de parents athéniens, ayant fait leur service militaire. Cela représente 10% de la population. Ni les femmes, ni les enfants, ni les étrangers, ni les esclaves n'ont le droit de vote. Nous allons maintenant nous intéresser à l'armée. En effet, ces cités, indépendantes les unes des autres, se font la guerre, tantôt s'allient les unes contre les autres. L'armée grecque est composée de 3 grands groupes. Les riches forment la cavalerie, puisqu'ils ont les moyens de s'acheter un cheval. Les soldats, qu'on appelle des hoplites, s'organisent en phalanges. Et enfin, les plus pauvres vont ramer sur les trirèmes, ce qui est très dur. Ce sont ces bateaux à 3 rangées de rames. Nous allons aborder maintenant la religion chez les Grecs. Les Grecs de l'Antiquité, tout comme les Égyptiens, sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Les principaux dieux vivent sur le mont Olympe et sont dirigés par Zeus. Il est intéressant de noter que, contrairement à d'autres civilisations, les dieux grecs sont animés des mêmes sentiments que les humains. Ils sont jaloux, ils connaissent l'envie, la peur. Pour honorer ces dieux, les Grecs vont faire des offrandes, des sacrifices, lors de fêtes religieuses, dans les temples. Comme par exemple les Panathénées ou les Jeux olympiques. Contrairement, rappelez-vous, quand on avait vu les Égyptiens, contrairement aux Égyptiens, il n'y a pas de clergé à proprement parler. À tour de rôle, les citoyens vont être élus pour s'occuper des fonctions religieuses. Enfin, nous allons aborder le dernier point concernant la civilisation grecque, qui est l'art. D'une part, il y a les nombreux poèmes, dont les 2 principaux sont l'Iliade et l'Odyssée, écrits par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Grâce à ces poèmes, tous les petits Grecs vont pouvoir apprendre à lire et à écrire. L'Iliade raconte la guerre de Troie,
avec l'enlèvement d'Hélène, et l'Odyssée raconte le voyage d'Ulysse à son retour après la guerre de Troie, quand il rentre chez lui. Deux domaines sont à mettre en évidence concernant l'art grec. D'une part, la statuaire, les statues grecques, et d'autre part, l'architecture. En effet, il reste encore aujourd'hui de nombreuses traces de temples ou de bâtiments datant de l'Antiquité grecque. Par exemple, à Athènes, on retrouve encore les restes au-dessus de l'acropole, donc de la colline sacrée, du Parthénon. Enfin, comment s'achève le monde grec? Tout comme les Égyptiens, les Grecs vont être colonisés au IIe siècle avant Jésus-Christ par les Romains. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon et je vous dis à la prochaine fois.